Merci Sonia, merci à tous d'être ici, merci au festival Naître Perle de laisser cette place à tous les intervenants autour de la naissance. Donc je suis très heureuse d'être ici pour cette première édition et je leur souhaite d'en organiser de nombreuses autres. Et bien sûr, on sera toujours là pour soutenir en fonction aussi de notre place et de ce qu'on vit dans notre instant chacun. C'est vrai, donc vous voyez, regardez, j'ai des petites notes parce que je prépare chaque conférence et chaque intervention. J'aime bien poser les choses. Donc le thème qui avait été posé, Sonia, je crois que c'est même toi qui l'avais posé, les dynamiques familiales de la co-création au grand chamboulement. Tout le monde a, avec un accent, et a le verbe avoir à sa place. Et vous verrez que l'accent a son importance. Je dirais que dans le premier cas, la place est naturelle, elle est là, et dans le cas du verbe avoir, c'est un peu une cooptation de place, une prise de position, et je préfère utiliser être à sa place. Je suis à ma place, et pour ceux qui me connaissent, dans mon vocabulaire, c'est vrai que je cherche ma place, je veux ma place, je prends ma place. Tout ça, ce sont des mots qui pour moi me heurtent, et je préfère dire, mais quelle est votre place ? Quelle place choisissez-vous ? Parce que si je cherche à prendre ma place, je la prends à qui ? Et ça, c'est fondamental, notamment dans une famille, notamment dans une fratrie, où les places sont en évolution continuelle. La femme que j'étais hier n'est pas la femme d'aujourd'hui. Au fur et à mesure, et surtout chez les femmes, vous vous rendez compte, moi qui suis à la fois chef d'entreprise, mère de famille, l'année dernière où je voyageais énormément pour le développement de communication quantique, à un moment je me suis arrêtée et j'ai réalisé qu'en 5 minutes, j'avais été chef d'entreprise, mère, compagne, belle-mère, et des femmes aussi, avec tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la place n'est pas aussi définie qu'elle pouvait l'être au Moyen-Âge, ou même, je dirais, il y a eu un gros basculement après la Seconde Guerre mondiale, un très gros basculement. Et c'est vrai qu'on expérimentait, on était la fille de, pour les femmes par exemple, après on était la femme de, et puis on était la grand-mère, et chaque partie de vie durait 20 ans, et puis à 60, 65 ans, 70 ans, on mourait. Et aujourd'hui, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les parents, ça devient de plus en plus complexe, cette notion de place. Alors, pour aller très rapidement, pour ceux qui connaissent la psychogénéalogie, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ? Qui ne connaît pas en fait ? Ok. La psychogénéalogie, c'est une approche de psychologie autour de la famille, et notamment de la place de chacun. Et de dire, selon ce que je vis et ce que j'ai choisi, et de là où j'en suis, de ma date de naissance et de ma date de mort, de tous les événements, il y a des reproductions dans la famille. Et à partir de la mise en place d'un arbre familial, on voit les redondances. Et c'est de dire à un moment, mais qui je suis, sinon finalement l'empreinte de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes qui m'ont précédé. Donc moi je suis plus trop dans cette approche aujourd'hui, parce que en tout cas dans celle qui est la mienne au sein de communication quantique et la systémie, c'est je prends prétexte l'histoire de mes parents et de mes grands-parents pour justifier la place et l'expérience que je fais aujourd'hui. Ça va, vous avez compris la différence fondamentale. C'est d'un côté, je suis un petit peu victime et je comprends, ah oui, ma grand-mère a été abandonnée, j'ai été abandonnée, ok, c'est normal. Et moi, c'est de dire, mais en fait, j'ai choisi d'expérimenter l'abandon. Et pour donner une justification à ça et un point de départ à ma réflexion, je vais aller parler de ma grand-mère. Voilà. Alors, en psychogénéalogie, on dit que chaque enfant a une place et notamment un rang de naissance. Alors, c'est à peu près comme ça. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. T'es le premier, toi ? C'est ça ? Ah oui. Donc le premier, souvent, c'est le porte-étendard. Femme ou homme, on met tous les espoirs sur le premier. Le premier, quand il arrive, c'est fondamental dans une famille, surtout si c'est le premier de la petite papa, maman et moi. On va réussir. Comment on fait ? Le premier, c'est celui qui fait que la jeune femme devient mère. Donc vous voyez la place du premier, fondamental. Il crée son papa, il crée sa maman. Donc il a un rôle créateur. Je suis première. Donc toute notre vie, on sent bien qu'on a une place où on a quand même défriché le jardin pour poser de belles fondations. Mais en même temps, je vous parle de moi, j'étais la première à avoir des enfants. Ça veut dire que mes parents sont devenus grands-parents.
Oh là 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 là. Je ne sais pas si je vais parler de ma belle-mère. Mes parents l'ont un peu bien, à peu près géré. Mon ex-belle-mère, elle, ça a été la catastrophe. Ça veut dire que je passe en position de grand-mère. Si je passe en position de grand-mère, avec en plus une retraite qui arrive, mais mon Dieu, mais où est ma place aujourd'hui dans cette famille? Je ne sers plus à rien. L'arrivée de cet enfant bouscule tout. J'étais une femme, encore en âge d'avoir une vie, des expériences avec des conjoints, etc. Je passe dans le rôle de grand-mère. Vous voyez la difficulté aussi dans les familles aujourd'hui de quelle est la place de la grand-mère, quelle est la place des parents. Tout ça, c'est en train d'évoluer très très vite. Donc le premier, il ouvre le chemin. On met toutes les espérances. Le premier, quand il n'est pas bon en maths, on lui donne des cours de maths, surtout si c'est un garçon. Si c'est une fille, souvent elle fera littéraire. C'est comme ça. Il y a aussi une place pour chacun selon le sexe qu'il a dans la famille. Moi, dans ma famille, j'étais une petite fille, mais en même temps, on avait besoin d'un garçon. Donc, c'est rigolo. Mais jusqu'à l'âge de 6 ans, je parlais comme ça. Bonjour monsieur, bonjour madame. J'avais une voix plus grave que celle que j'ai aujourd'hui. Étonnant. Place de premier. La place de second, je ne sais pas s'il y a des seconds ici dans la salle, le second est entre les deux. Très souvent, alors soit il est le dernier, mais dans une fratrie de 3, il est entre les deux. Pas toujours agréable d'être entre les deux. Donc souvent, il y en a qui sourient, mais ça donne des enfants qui sont un peu plus écorchés vifs. Ça donne des enfants qui se cherchent. Ça donne des enfants, c'est pas juste. Alors là, c'est un peu des généralités, mais c'est assez rigolo. Le troisième, souvent, pas toujours, ça dépend, encore une fois, s'il a été souhaité par papa, s'il a été souhaité par maman. S'il n'a pas été souhaité complètement par papa ou maman, sa place n'est pas acquise, il est de trop. C'est important ce que je vous dis. Alors tout ce que je vous dis là sont des choses qui sont sorties dans les textes de communication quantique et je vais vous en lire. Donc la place de troisième, soit il est de trop aujourd'hui, où c'est vrai que la famille c'est papa, maman et 2 enfants, soit souvent on retrouve des troisièmes, ils ont tout. Alors le premier, il a fait le chemin. Le second, il se demande où il est, c'est tellement difficile. Il a fait suer quand il était petit parce que le troisième est arrivé, que le troisième, il a la voix royale. Il n'a plus rien à faire, il est tranquille. C'est pas toujours le cas, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, je disais. C'est une petite salle, je suis la seule, je trouve que c'est trop fort. C'est trop fort. Je sais pas si ça résonne. Ça résonne, je ne peux pas faire grand-chose. Vous voulez que j'essaye sans le son? Les voyez, ça ne marche pas beaucoup. Hein. Il faut baisser un tout petit peu le... Baisser un peu. C'est la raison. Allô, allô. Les paroles ne sont pas très jolies, en demeurant, c'est vrai. Ça va mieux? Ok. Le quatrième, regardez en psychogénéalogie. Le quatrième, il est là. Oh, incroyable. Ça veut dire que le quatrième, regardez, il est à la même place que le premier. On ne s'en rend pas compte. Le cinquième va être ici, le sixième, 7, 8, 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Quand chacun a sa place. Maintenant, s'il y a eu une IVG, interruption volontaire de grossesse, s'il y a eu une interruption médicale de grossesse ou une fausse couche, les rangs se décalent. Le deuxième devient troisième, le troisième devient quatrième, et donc le quatrième est un premier. Et ça, c'est fondamental. Vous avez des gens qui, toute leur vie, vont se planter ou passer à côté de qui ils sont parce qu'ils ne sont pas à leur place. Attendez, j'ai pas fini. Ça, c'est encore quand il y a papa, maman, même papa, même papa, même papa, même maman, même maman, même maman. D'accord. Famille recomposée. C'est le cas chez moi. Mon beau-fils, il est le premier de son père et enfant unique de son père. Il est rang 1 chez son père. Chez sa mère, il est rang 5. Petit dernier d'une famille nombreuse. Oula, quelle est sa place? À la maison, j'ai mes 2 filles. C'est pas vraiment leur frère, mais quand même, il prend la position de l'aîné, avec 2 petites sœurs. Donc il est le petit dernier d'une famille nombreuse, le premier de son papa et l'unique, mais en même temps le grand frère d'une famille et le petit frère d'une autre. C'est ça, cette réalité aujourd'hui que nous vivons dans nos familles. C'est-à-dire que la place n'est pas tant un rang, même si c'est important, qu'être à sa place et comprendre comment les familles s'articulent autour de tout cela.
c'est fondamental. Alors, au niveau de la place, je vais vous lire un petit texte qui était sorti en communication quantique sur une personne qui était venue le voir, très grosse dépression, difficile, l'impression de ne pas réussir dans sa vie, etc. Et il explique, il écrit avec moi, enfant, premier porteur de la lignée donnée à la France. Je suis venu réparer l'arbre en mon nom pour redonner à la famille l'emprunt frais. Et là, il y a frère de grand-père qui sort. Il me dit, ouais, en fait, le frère de mon grand-père est décédé à la guerre. Ah, d'accord, ok. Vous voyez, dans sa place, il était en train de devenir le frère aîné de son grand-père. Dans cette histoire, je n'ai jamais été désiré pour ce que je suis. J'ai toujours été voulu pour répondre à des objectifs et des désirs étrangers à mon inspiration profonde d'un être tranquille qui veut profiter de la vie. Et moi, j'ai ce texte qui sort sous les mains et je lui dis, mais je ne comprends pas. Et je dis, quel est ton rang dans la fratrie? Il me dit, je suis le deuxième. Je lui dis, là, on a un souci. Parce qu'en fait, le frère du grand-père qu'il venait rappeler, ou que manifestement la famille lui demandait de rappeler, c'était un premier. Ça veut dire quoi? Là, je suis en train de vous parler de ce que vous, parents, vous projetez sur vos enfants avant la naissance. Avant la naissance, on a coutume de dire qu'un enfant est presque à 90-95%, c'est comme une immense toile blanche. Et la toile est déjà dessinée à 90 ou 95% du désir, conscient ou inconscient, des parents, des grands-parents et de la société. Il ne reste que presque 5%. Ces chiffres sont faux, c'est pas tout à fait ça, mais ça vous donne à peu près l'image de ce qu'aujourd'hui on projette sur un enfant. Alors, ça tend à s'ouvrir, je vous rassure. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez premier d'une famille d'agriculteurs, vous récupériez la ferme, les terres pour devenir agriculteur. La question ne se posait pas. C'était beaucoup plus restrictif dans le choix de vie de l'enfant, mais c'était en même temps beaucoup plus sécuritaire. On ne se posait pas de questions. Le second, on savait qu'il allait s'en aller, le troisième, il était prêtre, ou alors il faisait ce qu'il voulait, et surtout, il allait se débrouiller. Aujourd'hui, c'est plus ça. On est dans un pays, on est dans un environnement où on a de plus en plus de latitude. On peut de plus en plus s'exprimer selon nos aspirations, selon nos envies, selon ce que moi j'appelle les potentiels et les spécificités. Aurélie, Sonia le savent, elle pratique la communication quantique et une des premières choses que l'on demande quand un enfant vient nous voir, quand un enfant parfois est dans le ventre de sa mère, quand un adulte vient nous voir, c'est de faire émerger dans le texte cette nature profonde qui nous anime tous. Parce que cette nature profonde qui nous anime tous, quand elle s'exprime, quand on la laisse s'exprimer, quand on s'autorise à l'exprimer, on est bien. On est à sa place. On est au-delà de notre place dans la famille. On est au-delà de notre place dans la société. On est juste à notre place. Mais à notre place avec un accent. Nous sommes notre propre place. Et là, il y a énormément de changements qui se font tout autour. Le choix d'un prénom d'un enfant n'est pas anodin non plus. Vous verrez, quand on travaille en psychogénéalogie, on retrouve, parfois, ce sont encore de grosses ficelles, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, mais quand vous avez des prénoms avec le prénom Ange, parfois c'est pour rappeler un petit être qui n'a pas vécu précédemment. Moi, mon grand-père s'appelait André, et un jour, j'interrogeais toujours ma famille. Moi, c'était très important de comprendre la place de chacun, et quand j'interrogeais sur le vécu d'une personne, j'allais en interroger 4 pour qu'ils me parlent de cette même personne. Et la même personne peut être un affreux vilain égoïste, comme ça peut être le plus gentil des hommes. Vous voyez la place que l'on projette aussi chacun par notre jugement, notre vécu dans la relation à l'autre. Mon grand-père s'appelait André. Il me dit, mais pourquoi papy, t'as qu'un seul prénom? Parce qu'on en a tous 2 ou 3 dans la famille. Il me dit, déjà, le jeu, c'est que personne porte son prénom. Ce qui est mon cas, mon vrai prénom, c'est Aurélie. Et donc, mon père a voulu m'appeler André pour qu'on soit sûr que j'ai ce prénom-là. Oh, j'ai dit, ok, pourquoi? Mais il me dit, parce qu'un an avant moi, il y a une petite sœur qui est née et qui est morte à 3-4 jours. Elle s'appelait André. Ah ouais, je dis, c'est intéressant ça, papy. Vous savez quoi, mon papy, il a fait 2 fois la varicelle, 2 fois la rubéole, il a fait 2 fois toutes les maladies infantiles. Mais oui, c'est incroyable. C'était encore une histoire de place. Et je lui ai demandé si c'était su, il m'a dit oui, c'était su. Moi, il en quoi, moi, dans ma génération, ça n'était pas su.
Et les histoires de famille, s'il vous plaît, quand vous avez comme ça des naissances qui se sont faites hors mariage, que vous avez l'information, vous voyez comme ça change le rang de naissance, puis ça change la place. En systémie, j'ai animé un séminaire il y a 15 jours, on l'a vu et revu, et à un moment on se rend compte que quand on place des petits éléments, par exemple, plusieurs là, j'ai papa, maman, les 3 enfants, et regardez là, on a l'impression qu'ils sont tous en train de tourner devant un vide. Et pour nous, c'est une indication très précieuse. Alors bien sûr, quand on communication quantique, on a l'info qu'il manque quelqu'un sur la table. Donc là, on pose souvent, on sait qui. Donc on pose une ou deux questions. Donc soit il y a des IVG, interruption volontaire de grossesse, médicale ou fausse couche, ou d'autres cas, ou des enfants qui sont nés en mariage, puis qu'on a cachés, ou papa il s'est marié une première fois, il a un enfant, mais en fait c'est un secret de famille. Mais l'enfant, il est quelque part par là. Tout le monde le sait inconsciemment. Inconsciemment, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, le seuil entre l'inconscient et la conscience de la maman est complètement effacé. L'enfant a accès à tout l'inconscient de la maman, à 100%. C'est pour ça qu'on remonte assez facilement dans les lignes maternelles. Donc elle a accès à tout, il sait ce qui s'est passé. Et là, il manque quelqu'un. Et bien là, vous pouvez être sûr qu'il y en a. Regardez, on sent, il tourne autour. Donc en plus, alors que celui-là, il serait ici, celui-là, il serait là, celui-là, il serait là dans sa vie d'enfant ou d'adulte, de jeune adulte, de grand adulte, ben non, on reste parce que là, on manifeste l'absence en restant tous les uns à côté des autres, en s'empêchant d'aller là où est notre place. Donc, ok, on dit, ben là, ben oui, là, il y a un absent. Vous voyez bien, comme on a dit tout à l'heure. Ben, vous savez, ce qui est fabuleux quand on fait ça en systémie, c'est que chaque personne peut alors bouger. Mesdames, messieurs, si jamais dans vos vies, avant, vous avez eu un tout petit enfant, comme on l'a dit, interruption, etc., qui n'est pas resté, c'est pas très compliqué de le dire aux enfants et ça peut faire un bien énorme dans la famille. Ce que je dis aux mamans qui viennent me voir et quand dans les têtes ça sort qu'il y a eu un autre petit être avant qui n'a pas vécu, je dis à la maman, on n'a pas besoin de donner des détails, c'est votre histoire. Elle est personnelle. Mais ici, il y a eu un élément vivant dans le système. Et il est encore présent dans vos esprits, dans votre inconscient. Donc, sans que ce soit jusqu'à la matière, il est encore là dans l'inconscient familial. Donc, c'est pas compliqué de dire aux enfants, et vous savez quoi, avant de vous avoir, j'étais enceinte une première fois. Ça n'a pas marché. Ou, c'était pas possible à cette époque. Et il n'y a aucun jugement à avoir. Quand des femmes arrivent en séance et qu'elles nous expliquent qu'elles ont fait une interruption, une IVG, une interruption volontaire de grossesse, ce qui sort souvent dans le texte, c'est qu'on oublie juste, alors c'est bien, on est en 2019, mais oui, il fallait garder ton enfant, mais oui, c'est tellement merveilleux, mais on oublie juste qu'en 1970, quand on n'était pas marié et qu'on était enceinte, c'était juste pas possible dans la société. Et que pour une femme, notamment, c'est ma survie avant tout et ma vie avant tout. C'est ma sécurité. Donc il y a des femmes et on ne peut pas les juger. Elles n'ont pas à se mettre en danger par rapport à leur famille, par rapport à la société. Le tout, c'est juste de faire en sorte que ça devienne conscient. Donc voilà, c'était une autre histoire. Ça fait partie d'un autre temps. C'est encore présent dans la famille, mais à partir du moment où c'est dit, c'est terminé. Je vous invite à lire un monsieur que j'adore, qui a beaucoup d'humour, qui s'appelle Serge Tisseron. S'il y en a qui le connaissent, et qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est secret de famille, et notamment, quand il y a un secret, c'est un élément qui n'a pas sa place. Et Serge Tisseron, il dit, quand il y a un événement que l'on a caché, alors l'histoire de papa, l'histoire de maman, pour maman ou papa, c'est indicible. On ne peut pas le dire. Pour la deuxième génération, c'est impensable. Non mais, mon père, une relation en mariage, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est impensable. Voilà. Troisième génération, ça devient, c'était quoi indicible, non, innommable, impensable. Non, innommable en troisième position. Attendez, je vais vous le redire, je crois que je l'ai marqué. Indicible, innommable, impensable. On ne peut même pas y penser. Indicible, on ne peut pas le dire. Innommable, je ne peux pas le nommer, mais je le sais. Et nous, ça sort très très bien en communication quantique. Impensable, ça ne fait même pas partie de ma réalité. Quatrième génération, ça se reproduit.
Un mort à la guerre qui n'a pas été dit, vous voyez, une histoire qui a été tue, 4e génération, ça se reproduit. Alors ça ne se reproduit pas tout à fait pareil, parce que ce qui était il y a 100 ans n'est pas maintenant. C'est-à-dire que, l'arrière-grand-maman a avorté parce qu'elle était obligée, et ça donne 4 générations après, moi je ne peux pas avoir d'enfant. Parce que mon arrière-grand-mère, elle était tellement formidable, tellement forte, elle a tellement été extraordinaire avec tous ceux qui sont nés, que moi, comme je veux être une femme extraordinaire et tellement forte, je vais utiliser sa recette miracle qui est ne pas avoir d'enfant. C'est fou. Et souvent, quand cet enfant émerge, il se passe des choses magnifiques dans le corps des femmes. Ça devient possible. Voilà. On ne peut pas ne pas penser à cet inconscient, à cet esprit qui nous anime et qui a une puissance formidable, alliée à notre enveloppe physique. Et ça, c'est important. C'est pas ou le physique, ou l'inconscient, ou l'ego, ou le mental. C'est tout ça à la fois. Et en conscience, je suis qui je suis. Et en conscience, je comprends et je sens la place que j'ai, pas par rapport à l'autre, avec les autres. Est-ce que vous sentez la différence de ma place par rapport à l'autre, ma place avec l'autre? Est-ce que vous sentez cette nuance qui est vitale? J'aime la subtilité dans la notion de place. Ma place par rapport à l'autre, c'est que pour définir votre place, votre création de qui vous êtes, le référentiel, c'est l'autre. C'est super, l'autre, il est lui-même son propre référentiel. De dire ma place avec l'autre, chacun est libre de faire ensemble plus ou moins quelque chose, qui peut être un ensemble par la pensée, comme un ensemble dans une action de matière. Pensez bien à ça. Quand vous me parlez de vos maris, quand vous me parlez de vos enfants, c'est quelle est ma place avec l'autre. Et là, vous ouvrez un espace de liberté. L'autre peut ne pas vouloir faire avec vous. Ok ? Il a raison. Il a le droit, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est fondamental. Quelle est ma place avec l'autre? C'est ensemble que l'on crée. C'est ensemble, parce qu'en fait, avant d'avoir une place par rapport à l'autre, c'est ma place ici et maintenant. Et cette place, elle est en fluctuation continuellement. Comme je vous ai dit, un coup je suis plus la maman, mais je suis quand même la compagne. Mais ça veut dire que à 100% de qui je suis, quand je parle à mes filles, quand il y a les devoirs, je vais être à 90% maman, 5% chef d'entreprise parce que j'ai mon ordinateur, 3% parce que j'ai une discussion Messenger en cours, et 1% je suis compagne. Mais comme il est loin, c'est pas très grave. Par contre, quand mon chéri rentre, pendant 10 secondes, je deviens sa compagne, à fond. Pareil, à 70 ou 80%. Mais quand même, je sais à peu près où sont les enfants, et puis je sais l'étape que j'ai à faire dans le mail que j'ai à rédiger. Et soyez conscients de ce cheminement et de ce mouvement qui se fait. Chez les enfants, c'est la même chose. Essayez de sentir la vibration, de sentir à quel moment, c'est trop rigolo, parce que moi je l'ai fait avec les filles quand elles étaient petites, c'est qu'un coup je sentais que même à 3 ans, 3 ans et demi, j'avais un petit bout de femme qui émergeait, dans un corps de 3 ans, 3 ans et demi. C'était le début de j'expérimente ce qu'est qu'être une femme, dans la féminité, dans cette petite, comment on appelle ça, vous savez, quand on... pardon ? Pas des oui, de charmer, voilà, ce petit côté charmeur, etc. Et je rigolais. 2 ans et demi, 2 ans et demi, elle avait comme ça, avec ses petits colliers, etc. Voilà, juste sentir qu'à un moment, l'enfant se positionne différemment. Mais c'est important. Ça veut dire que quand il est avec vous en tant que parent, qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa position? Quelle est votre position aussi par rapport à votre enfant? Si constamment votre enfant, vous vous placez en protecteur, ça va. Comment voulez-vous que votre enfant grandisse et expérimente? Si avant même qu'il apprenne à marcher, vous le retenez. Un enfant, il apprend à marcher par l'expérience. D'ailleurs, je vous citerai les études, je les ai dans un coin, mais un enfant ne pleure quand il m'apprend à marcher qu'il tombe, qu'en regardant le visage des référents adultes qui sont là. S'il n'y a pas de référent adulte, un enfant ne pleure pas. Moi, mes filles, je crois, pas beaucoup pleuré quand elles marchaient. En fait, je voyais rien. C'est comme quand elles me parlaient, je ne comprenais pas si la phrase n'était pas complète et distincte. Elles ont appris à parler très vite, très très vite. C'était un monde affreux à la maison. Si tu ne sais pas parler, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, en fonction de comment vous êtes, l'enfant aura aussi sa place.
quelque chose que j'entends souvent chez les mamans qui viennent me voir, c'est ok, c'est dur dans la vie, machin. Ok, ben peut-être que là, il serait temps de déménager parce qu'un appartement plus grand ou plus petit ou moins cher ou plus loin, peu importe, pour plein de raisons. Et là, la maman me dit, ah non, mais c'est pas possible. Parce que moi, mon fils, il est à l'école et il faut qu'il voit ses copains. Et moi, je le fais pour mon enfant. Pour mon enfant. Et je les regarde et je dis, chouette. En fait, c'est l'enfant qui est au centre de votre vie et c'est vous. Et ça change tout. De la même manière que si vous vous placez par rapport à l'autre, c'est l'autre qui est référent de votre vie. Si vous faites pour votre enfant, c'est l'enfant qui devient le référent de votre vie. Et ce n'est pas juste qui est le meilleur référent de votre vie, c'est vous. Et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Si vous allez bien, vos enfants iront bien, je vous le garantis. Et vous le savez, on voit des gens qui ont plein d'argent, qui ont plein de psy, qui mangent super bien, bio, qui ont des coachs à la maison, et les enfants ne sont pas bien. Et vous avez des enfants avec des parents dont les revenus sont modestes, dans des cités, et les enfants vont bien. Alors bien sûr, il y a la part d'expérience de l'enfant, celle qu'il a choisie depuis tout petit, et même avant sa naissance et dans le ventre. Aurélie, tu sais, toi comme moi, je vais vous en donner. Les enfants dans le ventre nous disent souvent déjà ce qu'ils vont devenir. Mais pareil, c'est un tout petit peu qu'il y a une très grosse latitude dans la forme que cela va prendre. Mais si vous faites pour votre enfant, vous ne pourrez pas y arriver. D'abord parce que l'enfant va devenir tout puissant. Si vous me dites, mais c'est parce qu'il ne va plus avoir ses copains, quelque part vous ne ferez pas un choix qui sera juste avec l'ensemble de la famille. Souvent, je me tourne vers les mamans qui je leur dis, mais oui, je comprends que ce soit l'enfant, oui, je comprends. D'ailleurs, c'est lui qui va travailler, d'ailleurs, c'est lui qui gagne l'argent, c'est lui qui fait les courses, qui conduit la voiture, en fait. C'est normal. C'est normal, vous êtes à son service. Ah mais non, pas du tout. Mais si. Parce que si aujourd'hui, c'est juste de changer d'appartement et que vous me dites, je ne le fais pas, parce que je ne veux pas que mon enfant quitte ses copains, vous me parlez de vous, mais vous ne me parlez pas de lui. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est maintenant, peut-être en communication quantique, qu'on regarde ce qu'il a à dire. Et là, souvent, il vous dit, mais moi, je m'en fiche, en fait. Des copains, je vais en refaire. Et puis, ok, si vous dit, les copains, c'est très important, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Contacter les autres mamans? Et bien, peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois, le ramener dans le parc où il va, ou dans l'école, organiser des goûters à côté. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, c'est quand même pas compliqué de garder contact sous une forme ou sous une autre. Donc me dire je ne le fais pas pour mon enfant, c'est un faux problème. Et généralement, on entraîne un décalage, en plus du fait que l'enfant devient soit une victime, soit le persécuteur de la famille, pour ceux qui connaissent le fameux triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Mais elle est où ma place si je reste sur ces 3 pôles? Et je ne peux à aucun moment être qui je suis à 100% de mes potentialités. Ça n'est pas possible. Il y a le papa, il y a la maman. Ce qui est intéressant aussi dans les places, c'est quand il y a des couples qui sont séparés. Ah, il y a beau papa et belle maman. Il y a maman toute seule, papa toute seule. Qu'est-ce qui se passe dans le divorce? Comment dans le divorce je peux annoncer à mon enfant que papa et maman se séparent? En 1930, c'était compliqué. Ça pouvait créer un très gros choc. En 2019, le choc est moindre chez les enfants parce qu'ils n'ont pas à gérer le regard de la société. Il n'empêche qu'il y a encore possiblement un choc chez les enfants parce qu'on passe d'un état à un autre sans savoir où on va. Mais ce n'est pas l'enfant qui ne sait pas où il va, ce sont les parents souvent. Et on le voit en séance. Quand en séance on réécrit, l'enfant il dit mais moi je vais suivre papa et maman. Chez les Indiens à plumes, pas les Indiens à point, ils déménageaient régulièrement et les enfants n'étaient pas mal. Parce que c'était comme ça et c'était naturel. Si ça devient naturel aujourd'hui qu'il y a un divorce entre papa et maman, l'enfant, lui, c'est très marrant. Il a son histoire chez papa, il a son histoire chez maman, puis très souvent, pour ceux qui connaissent, ils ne discutent pas entre les deux. Voilà, quelque part, il a un peu scindé ses vies pour ne pas parler de son autre vie à son parent. Par contre, à l'intérieur, il a les 2 vies, et il le vit très très bien. Si dans un divorce, vous repoussez l'autre, vous repoussez votre ex-conjoint, l'enfant le sent. L'enfant, vous ne pouvez pas lui demander de choisir entre papa et maman. Il choisit les 2.
ça va donner que d'une manière ou d'une autre, il va aller rappeler le conjoint qui a été repoussé. Et quand il y a des familles recomposées, c'est pareil. J'ai vu dernièrement des voisins, le couple a explosé parce que la maman, les enfants disaient « mais moi je ne suis pas d'accord d'être avec ton conjoint ». Mais qui es-tu toi, enfant, pour te préoccuper de ma vie sentimentale? Fais ta vie d'enfant. Ta vie d'enfant, c'est travailler à l'école, c'est grandir, c'est gagner en autonomie, c'est t'amuser. Ça n'est pas te préoccuper de ma vie d'adulte. Et là, la maman, elle a fait pour ses enfants. Comme les enfants n'étaient pas d'accord, elle a choisi de se séparer avec son conjoint. Quel dommage. Mais qui sait si les enfants n'étaient pas en train de rappeler l'ex-mari qui était repoussé? Ça, ce sont des choses en systémie, on place. Alors en systémie, ouais, on est d'accord. En systémie, on place des petits éléments et ça se voit très très vite si l'ex-conjoint est repoussé. Et s'il est repoussé, on peut arriver encore à ce genre de schéma, c'est-à-dire que s'il y a un enfant dans la famille recomposée, il peut aller chercher l'ex-conjoint. Famille recomposée, c'est très facile, souvent, pour une maman de confier l'autorité de ses enfants à son nouveau conjoint, et pour un papa de confier l'éducation de ses enfants à sa nouvelle conjointe. Waouh! Où est la place? C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la femme dans le nouveau couple, l'ex-conjointe, la maman de l'enfant, ou l'ex-papa, dans le cadre où c'est une famille recomposée où la garde a souvent été confiée à la mère, ben l'ex-papa, il n'est quasi pas là. C'est le nouveau conjoint, le beau-papa qui fait office d'autorité. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a repoussé le beau-père, le papa. Catastrophe. Catastrophe. Le petit va chercher son père, le petit ou l'ado. Mais il est où mon père? Et là, vous arrivez encore à des déséquilibres qui peuvent prendre des manifestations différentes, avec un enfant qui va se mettre en danger pour qu'on s'occupe de lui, alors qu'en fait, dans la famille recomposée, on s'occupe très très bien de lui. Il a l'autorité, il a l'amour, mais il n'a juste pas son père. Pourquoi? Parce que sa mère, n'étant pas encore complètement en accord avec tout ça, fait en sorte que son fils, s'il n'a pas envie d'aller voir son père, ben, c'est pas la peine qu'il aille voir son père. Mais oh, c'est un couple recomposé. Un couple recomposé, il a aussi besoin de se retrouver sans les enfants de l'un ou de l'autre. Parfois, confier son enfant à l'autre parent, c'est aussi respecter l'intimité et se donner le droit d'exister dans son nouveau couple. C'est se donner la possibilité que ce nouveau couple ait une place à part entière en dehors des enfants du couple précédent. C'est fondamental. Quand on repousse l'ex-conjoint, la place n'est pas juste pour les enfants ni pour les parents. Manifestations diverses. Alors, je vais vous lire, pour revenir tout à l'heure sur c'était très mignon, enfin c'est très mignon, excusez-moi, mais dans les séances, souvent c'est quand même très léger, même sur des thèmes qui sont très très difficiles, parce qu'on se rend compte qu'on se fait des nœuds au cerveau avec cette histoire de place. On se rend compte qu'on se fait des nœuds au cerveau selon qui je suis, alors que la solution, elle est très simple, c'est revenir à soi. C'est un exemple qui avait été écrit sur des parents qui... La maman est tombée... Enfin, un couple qui était en pleine séparation, bon, ils se sont quand même retrouvés un soir, et la maman tombe enceinte, et là, c'est de dire, mais qu'est-ce que je fais avec cet enfant? Vous imaginez, moi, qui suis là, qui vais pratiquer la communication quantique, ça demande quoi? Ça demande qu'en tant qu'accompagnant, vous n'ayez aucune croyance sur les interruptions de grossesse. Aucune. Ce n'est pas votre espace. L'espace, c'est que la maman puisse choisir en conscience. Et ce qui était très marrant, c'est que donc on a dialogué avec cet enfant qui était dans le ventre, et il dit, ma vie n'a pas d'importance. Je suis venu pour vous, demandé depuis longtemps par vous. J'ai été envoyé. C'est une étape de votre vie pour un basculement complet, de vous deux dans cette nouvelle énergie. Rassurez-vous, ce n'est pas un hasard. Nous sommes bouleversés dans nos cellules et je suis petit missile venu transformer de l'intérieur. Mon chemin est celui d'être, alors lui disait le rédempteur des âmes, on est allé regarder dans le dictionnaire quand même ce que ça voulait dire. Et voilà, donc en fait c'est un enfant qui disait, mais que je vive ou que je vive pas, cela n'a pas d'importance aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est le choix de papa et maman par rapport à leur vie. Je peux vous dire que moi, je vais... D'accord? Il y a des séances où les enfants expriment autre chose. Mais là, c'était assez neutre, en fait. Et donc, tout le reste de la séance, ça a vraiment été d'amener le père et la mère, chacun, déjà,
à se poser la question, qu'est-ce que je choisis moi dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je choisis d'avoir un enfant? Est-ce que je choisis d'être père? Est-ce que je choisis pour la mère d'avoir un enfant? Est-ce que je choisis d'être mère? Parce que la question fondamentale, elle est là, et elle n'est pas ailleurs, à cette étape. Qu'est-ce que j'ai encore comme petit exemple pour bien vous montrer que la place, elle est vraiment là et elle est vraiment importante. Voilà, là c'était pareil, sur des histoires, on l'a dit tout à l'heure, divorce, garde partagée. Où est la place? Les mamans, vous savez, souvent elles ont la garde, alors elles ont l'éducation, les devoirs, la nourriture au quotidien. Difficile d'avoir un compagnon. Et puis le travail en même temps. Puis les pères, ils ont la belle vie, hein, vous êtes d'accord. Ils gagnent plein de sous parce que de toute manière, ils ont leur carrière qui sont assurées. Franchement, ils s'amusent comme des fous. Ils prennent les enfants une fois de temps en temps. Ben, c'est ça qu'on véhicule dans l'imagerie populaire. C'est vrai que la femme, on est là, on éduque les enfants. Mais les enfants, pour les élèves, plus qu'on les éduque, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, c'était un enfant qui disait j'ai des hésitations, je ne suis pas sûre d'aller chez mon papa pendant les vacances parce que je ne sais pas trop comment lui dire et puis en fait, je ne suis pas sûre de ce que je ressens. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent? Il sent maman, il sent papa, et puis il se sent lui. Elle est où sa place? Il est où son ressenti dans l'affaire? Ben, il ne sait pas trop, il est écartelé parce que si papa et maman ne sont pas d'accord. Donc carrément, on a posé la question en communication quantique. Est-ce qu'on peut te poser la question? Elle répond oui. Est-ce que j'ai envie d'aller chez mon père? Ça sort en jeu à chaque fois. Elle dit oui. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je n'arrive pas à parler naturellement, à lui dire ce que je sens ou ce dont j'ai envie. J'ai peur qu'il le prenne et même s'il ne se fâche pas, qu'il le prenne au pied de la lettre. Et même s'il ne se fâche pas, qu'il en soit malheureux ou qu'il boive. Alors ce que vous ne savez pas, mais c'est que le papa de ce monsieur était alcoolique. Ce que l'enfant ne savait pas. Je me sens coupable si je parle. Donc là, vous sentez bien qu'on a un enfant qui est passé au-dessus du père, responsable du père. Vous le sentez dans ce texte? Donc, la question c'est, crois-tu que tu es responsable de lui? Et elle répond, pas complètement, mais si un peu. Je le vois malheureux et je ne pense pas tout le temps à lui. Puis je m'amuse bien avec mon beau-père. Waouh! Vous voyez pour la maman ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire que là, il devient nécessaire de placer et de poser la place du beau-père. C'est ok, ma chérie, si tu t'en viens avec lui. Tu as le droit. Ton papa, ce sera toujours ton papa. Et si vous voyez, les enfants, ils vous font. Personne ne le remplacera. Ok? Il y a peut-être une figure parentale masculine, mais ce beau-père ne sera jamais ton père. Bon, alors, quelle est la solution pour que tu te sentes mieux avec ton père et ton beau-père? Ben, que je ne mélange pas les deux et que j'arrive à parler avec mon papa. Ok. Ben, vous savez, le plus marrant, c'est que le papa, il est venu la semaine d'après. Et la petite fille, elle a sauté dans les bras de son père, puis elle lui a parlé pendant au moins un quart d'heure. Elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et vous voyez la place entre le père et le beau-père, la place de l'enfant qui ne sait plus trop si les parents sont dans le plan ou pas. C'est vraiment, soyez attentifs à ce qui se passe avec les enfants dans les divorces. Je vous assure, il n'y a rien de grave. Hein. Parfois, c'est juste tac, tac, comme si on remettait la bonne fréquence. Et là, c'est une femme qui parle de son beau-fils. Alors, dans cette famille recomposée, le père est très, très, très occupé, un travail à grosse responsabilité avec plein d'argent, puis la nouvelle compagne, elle est là, puis elle aime bien s'occuper des autres, elle a un petit côté sensible, et puis elle a un beau-fils, puis elle sent bien que son beau-fils, en fait, personne ne s'en occupe. Le papa, il dit, moi je suis trop occupé, débrouille-toi, sois autonome. La maman, elle lui dit, elle n'est pas là, pas de nouvelles, elle n'est pas là. Et puis le gamin, lui, ben, il est grand, mais en fait c'est juste encore un enfant. Il a peut-être 18 ans, 19 ans, mais en fait dans sa tête, il en a encore 12. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette belle-mère? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Implicitement, le père et la mère de ce grand ado lui demandent d'être la mère de ce grand ado. Quelle posture avoir? Ça, après, c'est encore des histoires de systémie, on en discute et on voit comment faire parce que c'est différent pour chaque personne. Ben, vous savez ce qu'on fait, nous, en communication quantique, on dit « Je n'ai pas d'avis sur la question, enfin, j'ai un petit avis, mais pour vérifier que je ne suis pas partie trop dans le mental, ou dans l'ego, ou dans le contrôle, je pratique une communication quantique. » Et là, le texte sort « Gratiné, il est ». Donc, c'est la belle-mère qui parle.
Je l'aime. Mais il me perturbe par son égocentrisme. Bébé inconscient de la non-place qu'il occupe. C'est pas extraordinaire ça? La non-place qu'il occupe. Il pompe l'air que je lui fournis quand même. Bon ben, quelle posture peut avoir cette belle-mère? Grave est le motus vivendi et ne pas lâcher. Il est chez lui, chez nous. Il n'est pas le roi du palais. Mais vous voyez que là, ça devient simple. C'est pas « Oh mon Dieu, mais si je lui dis ça, est-ce que je suis dans le contrôle? Ah mon Dieu, mais si je fais ça, est-ce que je vais devenir la belle-mère acariâtre, la fricarabosse? Est-ce que, mais le père, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Vous voyez, la solution, elle est parfois simple. C'est, il y a des règles dans la maison, et les règles, on les respecte. Ok? Et puis là, surtout, ce qui est très rigolo, c'est que comme vous n'avez pas de charge émotionnelle, comme vous arrivez à l'information et à la place, la belle-mère est tout à fait en capacité de parler et de dialoguer avec son compagnon et de lui dire bah, là, il y a un petit truc qui ne va pas. Est-ce qu'on pourrait poser quelque chose? Et comme il n'y a plus d'émotionnel, le dialogue se fait très très bien. Et là, vous sentez que clac, l'ado revient à sa place, sa juste place. Alors, on y parlait tout à l'heure des enfants et je vous ai dit qu'on communiquait avec les enfants, tout petits. Et vous allez voir en quoi c'est important de connaître intimement la place de son petit. Donc il y a la place en 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous avez la place sous une forme entre guillemets de fonction. Vous avez des enfants, et vous le savez, vous êtes tous sensibles ici, qui sont plutôt leaders. Vous avez des enfants qui sont plutôt accompagnants. Vous avez des enfants qui vont plutôt être assembleurs ou rassembleurs. Vous avez vu ça? On les voit tout petits dans la vibration même de l'enfant, même dans le ventre, hein, je vous rassure, ou pas d'ailleurs. Mais tout petits, ils ont déjà une vibration qui leur est propre. Et quand ils fonctionnent, vous voyez pourquoi dans une classe, parfois, il y en a un qui est complètement ouvert, quand il y a un petit garçon qui se fait gronder, par exemple, parce que lui, c'est celui qui aime la justice. Et il voit que là, il y a eu une injustice. Donc ça le perturbe dans la place qu'il occupe au sein de cette société, au sein des groupes, parce qu'on n'est jamais tout seul, c'est pas vrai. On est à partir d'un papa et d'une maman. La systémie, elle est posée avant la naissance. Le premier qui me dit « je suis autonome et je vis seul », je lui ai dit « mais comment ?» Ben, je vais vivre dans la grotte. Je dis « super. Et pour aller dans la grotte, il faut des chaussures. Mais c'est les Chinois qui les ont fabriquées. Puis tu vas les acheter au magasin, chez Carrefour, chez Leclerc, partout. Et puis dans la grotte, même si c'est très très sage, on va t'apporter des bols de riz. Donc tu n'es jamais tout seul. Jamais, c'est pas vrai. L'autonomie, c'est faire avec les autres à notre juste place. C'est ça l'autonomie. C'est pas pour les autres, c'est pas en profitant des autres, c'est pas en demandant à l'autre. C'est l'autonomie, c'est faire avec les autres à ma juste place, ici et maintenant. Et donc l'autonomie, parfois, c'est de se faire conduire à l'hôpital quand on a un pied cassé, comme moi. Parce que c'est une forme d'autonomie, même s'il y a des ambulances. C'est une forme d'autonomie. Et en tout cas, c'est une autonomie parce que j'ai fait le choix et que j'ai demandé à mon papa de m'amener à l'hôpital demain et qu'il a accepté. Donc ça devient une autonomie pour tout le monde parce qu'on a aussi le choix de refuser. Alors, les enfants, un petit exemple. Ça, c'était un petit garçon qui avait 4 ans et demi dans une famille. Il avait toujours des idées, il faisait toujours des bêtises pas possibles. Donc moi, je demande régulièrement à sa maman quelle dernière bêtise il a fait parce que j'explose de rire à chaque fois. Bref. Et donc lui, il dit, donc je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un petit peu. Il me dit, d'abord, c'est moi qui choisis. Et c'est ça depuis tout petit. Je ne vois pas la vie autrement qu'en choisissant pour moi. J'accepte à la rigueur que papa et maman fassent des choses pour me faciliter le quotidien, mais ça va bien parce que c'est moi qui ai choisi. Ce qui était rigolo, c'est qu'il regardait une paire de fois quand sa maman était occupée. J'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo, et j'ai pas dit le prénom. Et ce qui est rigolo, c'est que, je sais plus, je crois, à 2 ans et demi ou 3 ans, il tenait pas sa cuillère, il venait chez moi, et je lui disais, bah, tu te débrouilles, et au bout de 2 minutes, il mangeait avec sa cuillère, hein, il n'avait pas de problème. Autonomie. Alors, bon, on continue le texte, hein. D'abord, je suis celui qui marche en tête et que les autres suivent. Je ne peux pas être derrière. Je sais que c'est difficile un peu pour tout le monde parce que je suis le petit dernier. Il était en 3. J'ai oublié de demander à la maman si elle n'avait pas eu une IVG ou une IMG parce qu'elle aurait pu être en 1. Donc un petit dernier qui prend le pas sur tout le monde. Oui. Mais j'aurais préféré être le premier. Alors je m'arrange pour ne pas rester dans le rang. Vous voyez, on avait remarqué. Bon,
Là, je lui demande un petit peu comment on peut faire évoluer cette situation, parce que vous voyez bien que cette situation, il n'y a pas d'équilibre dans la famille. Parce qu'il avait toute l'attention de sa famille, tout tournait autour de lui. Alors les deux grandes sœurs, c'était compliqué, et puis la maman aussi, elle avait du mal à se lancer dans une activité professionnelle. Donc comment aider? Ça voulait dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois à ta place? Il dit, bien me faire comprendre que la première place implique aussi que j'ai des choses à faire avec les autres. Je pousse un peu les limites de ma famille pour leur faire comprendre que maintenant, j'aimerais être un peu plus impliquée comme un grand. Ben voilà, papa, maman, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre fils? Il veut grandir, mais en même temps, il est leader, mais en même temps, vous le mettez à la place de tout petit. C'est son moyen aussi de vous dire que maintenant, il aimerait bien un peu plus de place. Mais bon, j'ai pas vraiment envie non plus. Mais je sais que ça me ferait du bien qu'on me fasse un petit peu plus grandir aussi. C'est agréable la place de bébé, mais ça commence à m'énerver et je ne me sens pas très bien avec tout ça. Mais comme je l'ai dit, de toutes les manières, je gronderai puisque je ne l'aurais pas choisi. Donc là, il se passe quelque chose, je vous raconte pas, mais il y a des processus quand on fait une communication quantique qui se mettent en cours chez tous les participants. En plus, là, j'étais dans le cadre de la famille, donc tout le monde entendait le texte. Il dit oui pour m'aider à grandir, m'aider à devenir autonome, pour que je puisse de plus en plus choisir pour moi, avec les autres. Être leader implique de respecter les autres et de ne pas leur imposer mon choix. Waouh! C'est-à-dire que les parents là étaient conscients d'avoir un enfant qui naturellement était leader. Donc soit vous êtes parent, vous écrasez ce leadership, soit vous êtes parent, vous vous laissez mener par ce leadership, soit vous êtes des parents conscients et vous accompagnez l'enfant à devenir un leader en conscience, c'est-à-dire attentif à ce qu'il est en train de faire autour de lui avec de nombreuses personnes. Et ça se prépare tout petit. Et quand vous apprenez un leader à respecter les autres, il y a des choses grandioses qui se font. Et c'est aujourd'hui ce qui nous est en partie demandé, et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans la société. C'est une société du groupe, de l'individu dans le groupe, et non pas une société du leader qui dirige les masses. Et c'est pour ça que vous allez avoir de plus en plus de mouvements comme les Gilets jaunes, comme ce qui s'est passé en Égypte, à droite à gauche, quand on voit des foules entières qui se rassemblent pour les femmes, notamment en Inde. C'est-à-dire que chaque femme est unique, chaque femme est un individu et en même temps elle fait partie de multiples groupes et de sous-groupes. La systémie, l'approche systémique et la conscience systémique vous sort du bien, du mal, vous sort de la linéarité. Ça vous amène dans d'autres dimensions. On pense plus mouvement. Et là, on a cette capacité maintenant de le faire, mais c'est tout récent. Alors après, ce qui était rigolo, c'est qu'on a demandé à cet enfant comment il percevait sa place avec ses grandes sœurs. Donc je vous en ai mis juste une. Il parlait d'une de ses grandes sœurs. Je veux bâtir de grandes structures fonctionnelles. Alors ça, c'est sa grande sœur. Elle dit, je veux bâtir de grandes structures fonctionnelles et opérantes. Vous allez voir la différence entre les deux textes. C'est organiser, organiser, organiser. Et surtout que ça puisse fonctionner. Je ne veux pas avoir des idées et rien faire. Écrire des poèmes, c'est beau, mais ça ne sert à rien. Vous voyez, la maman, elle a le leader en petit et elle a une organisatrice qui aime bien bousculer. C'était la seconde. Je vois bien quelque chose comme ça. Je planifie et j'organise et mon petit frère met en place. C'est lui qui scoltine les autres dans l'action. Je sais le faire, mais ça me fatigue. Moi, j'étais juste écroulée de rire de voir ces deux enfants qui avaient des places différentes et elles n'étaient pas complémentaires. Parce que si vous pensez complément, vous pensez 1,5 et 1,5, ça fait 1. C'était des places exponentielles. C'était 1 plus 1, ça fait 500 ou 1000. C'est pas la même chose. Si chacun est à sa place, on va assembler nos potentiels. Et si on assemble nos potentiels, on va tout dépasser. Mais clairement, et on n'aura pas besoin d'être nombreux. Voilà pour ces deux exemples. J'en ai d'autres aussi. Les mamans. Les mamans, quand ok, il y a le projet sens d'un petit bébé, certaines sentent qu'il se passe des choses pas très loin. Le ressenti que vous avez et ce questionnement à propos de votre place de maman est essentiel parce que le bébé dans le ventre sent tout. Donc là, c'était une séance devenir maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas encore prête, c'est difficile d'être prête. Je sens bien que ça bouge en moi, je m'effondre un peu. J'ai un gros frein en moi et j'ai besoin d'aide. Je suis celle qui survit. Ah, encore une histoire de place. Je suis celle qui survit. Elle rappelle qu'elle est absente dans la famille. Donc je suis celle qui survit et tant que je ne vis pas, je ne suis pas complètement vivante et je ne peux pas
porter la vie. Une survivante, ça a été difficile pour venir ici, il a fallu se battre. Pas de place pour moi dans ma famille. Donc là, on se dit, on va vite interroger le bébé qui est dans le ventre. Parce que s'il sent que sa maman n'est pas complètement prête avec maman, comment lui peut le vivre? Comment lui va arriver en tant qu'enfant? Donc on lui demande tout de suite. Et ce qui est génial avec la communication quantique, c'est que comme on dialogue avec lui, l'information passe que maman n'est pas tout à fait prête, mais ce n'est pas un secret. Ce que tu as senti dans le ventre de maman, c'est juste. Ah bah ok, donc c'est juste, donc toi tu sais, elle sait, moi je sais, je peux passer à autre chose. C'est énorme, hein. Il faut le vivre hein, pour le croire. Le bébé il dit, oulala, c'est pas encore le moment, je suis pas prêt. D'abord je regarde, c'est tellement étonnant. Je ressens un appel, mais en même temps des énergies qui sont trop emmêlées, anarchiques. Ça c'est la maman. Oh ben je vais venir, hein, bien sûr, parce que j'ai envie d'expérimenter la vie terrestre. Donc vous voyez que là, ce qui est génial, c'est que ce bébé, ben, finalement, même si la maman est dans un petit mal-être, le bébé il est complètement OK parce que c'est dit. Parce qu'il a pu poser une information sur ce que son cerveau limbique, qui est en pleine création, ressent. Je vais un petit peu vite là, je suis sûre que peut-être sur la vidéo, il va dire qu'est-ce qu'elle dit la dame. Alors, les bébés ne parlent pas, simplement ils communiquent, ils sont conscients. Donc en étant conscients, on transforme l'information sous forme de mots. Ils sont d'autant plus conscients que le cerveau reptilien et le cerveau limbique sont en cours de formation et que ces cerveaux-là, le cerveau limbique n'est pas encore complètement fonctionnel, il le sera vers 6-7 ans, mais il est déjà en train de fonctionner. Et que ce n'est pas un hasard si on retrouve des infos longtemps après. Alors après on a interrogé le papa, mais parce qu'on oublie parfois le papa. Est-ce que lui est prêt à être papa? Je suis prêt, mais c'est encore lourd. J'ai l'impression que tout est focalisé autour de cela ces derniers temps. Bon, vraiment, tu vas te calmer un peu. Ça me touche aussi, mais j'ai pas envie de me perdre dans ce désir. J'ai envie de croire qu'il y a autre chose à côté, de me laisser le temps. Ça devient tellement facile quand on peut communiquer les uns avec les autres sur la place que l'on a ensemble. Alors, est-ce que j'avais d'autres points à aborder? Donc les enfants, hein, voilà, leader, coordinateur. N'oubliez pas ça. Voilà, donc la place, elle est fondamentale. Mais la place, c'est avant tout vous qui la déterminez. Donc vous pouvez me dire, mais j'ai pas ma place parce que mon grand frère. Ah, mais j'ai pas ma place parce que ma grande sœur. Ben, en fait, c'est vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Par exemple, moi, je suis en première position parce que ma mère se disait en ses règles entre les trois. Est-ce que j'ai une concurrence avec mon frère aîné du coup, au premier pour avoir en concurrence de quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire que tu es un rang 3, mais comme il y a eu un enfant qui vraisemblablement a commencé, la gestation n'a pas été jusqu'au bout, tu es un rang 4, donc tu es en même temps un rang 1. Ben oui, alors bien sûr, hein, ça tu peux le faire en numérologie, en astrologie, en ce que tu veux. Il peut y avoir une concurrence. Moi, mon approche, ça va être de comprendre en quoi cette concurrence t'est utile et en quoi elle est utile à ton frère. Parfois, la concurrence, par exemple, il y a un moment, tu vas comprendre qu'elle ne t'est plus utile. Tu avais juste besoin d'un alter ego pour expérimenter. À l'âge que tu as, c'est bon, vous étiez petit, tu as appris, il n'y a plus besoin. Mais peut-être que lui, il en a encore besoin. Et c'est là où, en systémie, je vais te dire que tu fais partie de son système, parce qu'en fait, il a besoin de ton image. Il a besoin d'avoir un prétexte pour se poser des questions. Mais par contre, toi, tu n'as plus besoin de lui, donc il ne fait plus partie de ton système. Donc, sous cette idée de place qu'on a abordée au départ, c'est quand est-ce que tu choisis qu'il est ton frère? Quand est-ce que tu choisis que c'est juste un individu au milieu des autres? Et rien que ça, ça peut déjà poser les choses et introduire un mouvement. Et de temps en temps, peut-être que vous rencontrerez chez tes parents, mais ça sera juste comme si c'était le voisin, pas plus, pas moins. Il est là, ok, vous avez partagé pendant 18, 20 ans, mais c'est bon, quoi. On ne va pas ramener constamment toute notre petite enfance, et puis notre gestation, et puis les grands-parents dans notre vie. On est en 2020. C'est où je passe l'énergie. Ça peut peut-être suffire. Après, bon, peut-être que si on faisait une communication quantique, tu me dirais, bah oui, parce qu'on est en train de rejouer ça, ou bah oui, parce qu'en fait, il m'a été très utile, bah oui, parce que ça me permet de me placer aujourd'hui, que j'en ai tellement pris l'habitude, que c'est plus facile de me placer par rapport à mon frère pour me ressentir que de me placer sans rien. Oh, je sais pas. Merci. Alors, c'est quoi la technique de communication quantique? Comment ça se passe? Qu'est-ce que la technique de communication quantique? Alors déjà, ce n'est pas une technique, et ça a été posé dès le départ.
c'est une possibilité de transformer sous forme de mots n'importe quelle vibration. Alors on commence par les mots, après il se passe autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, quand on commence à apprendre, on se touche la main, on prend la personne pose une question, on prend papier, crayon ou un ordinateur et on écrit. Et puis en fait, au bout de la deuxième fois, on fait déjà à distance. On comprend la différence entre avoir un contact et à distance. Ça veut dire que si tu masses, tu peux déjà commencer à dialoguer avec l'inconscient, la petite fille, l'enfant, l'organe, l'os, le cœur de la personne, ce que tu veux, ou tout ça à la fois. Dialoguer. C'est pas « Allô, allô, j'entends une radio, qu'est-ce que tu as à me dire ?» C'est dialoguer. Comme là, tu as vu dans les textes, quand on ne comprend pas, on demande à reformuler la réponse. Dialoguer, c'est demander des précisions. Dialoguer, c'est aussi dire tu vois, tu m'exposes que tu es un leader, mais moi je te dis que c'est pas normal. Parce qu'on n'est pas là pour écraser les autres. C'est ça, dialoguer, dans le respect de chacun. Mais le dialogue, c'est ce qui va introduire un mouvement chez les deux et redéfinir d'ailleurs la place de chacun. Si je suis juste en train d'accueillir une radio, c'est bien, mais je vous assure que Nostalgie toute la journée ou BFM TV toute la journée, selon mon humeur, c'est pas top top. Mais oui, mais vous avez des gens qui font ça, ils accueillent tout le temps la même radio. Puis en plus, ils vous la scotchent comme ça, qu'ils vous disent, tu vois, ça c'est vrai. Dans l'espace de communication quantique, là, il y a Sabine aussi qui pratique, et Aurélie, à qui vous pouvez demander aussi. Il y a ma fille, mais encore un peu jeune. Elle a ses études, elle passe au brevet. L'espace de communication quantique, bien sûr, on peut accueillir l'inconscient. On peut dialoguer avec les bébés qui sont dans le ventre. On peut dialoguer avec des gens qui sont en soins palliatifs. On peut dialoguer avec des personnes qui sont privées de parole. On peut, dans les groupes, j'ai monté des groupes de pratiquants, parce que pour moi, transmettre la communication quantique, alors déjà c'est une possibilité. Donc vous venez à la communication quantique, je vous apprends, je vous montre tout de suite les biais, parce que pour moi c'est plus important, pour vous les dépasser. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a, ils l'utilisent à la maison. Puis au bout d'un moment, on a une espèce de dialogue qui se met en place. Hein. C'est très rigolo, on a les infos qui arrivent, qui passent, on se comprend soi, on se dit tiens, j'ai pas réalisé qu'en même temps qu'il se passait ça, moi il y avait ça qui se passait en moi, chez l'autre aussi, c'est marrant. Ça va très très vite. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un exemple que je prends toujours, mais vous mettez deux chercheurs à pratiquer la communication quantique, avec la base de connaissances qu'ils ont, ça serait intéressant dans les laboratoires. Surtout quand un des deux chercheurs nous exprime « je n'ai pas le droit de trouver ». Ah d'accord, c'est sûr que si tu es chercheur, ça c'est utile pour la communauté. Donc si tu n'as pas le droit de trouver, soit tu choisis vite de trouver, soit on va te mettre à la coordination d'équipe, on va plus te mettre à la recherche. Logique. Et un chercheur qui vous dit « moi je suis là pour défendre la science », c'est pas la même chose qu'un chercheur qui va vous dire « je suis là pour trouver l'inaccessible ». Donc on ne les mettra pas dans les mêmes labos peut-être. En tout cas, on discutera avec eux de quel est leur choix au fond. Donc je ne sais pas, la communication quantique, voilà, c'est une possibilité. Dialoguer avec les bébés, c'est juste une toute petite possibilité. Et tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas vraiment appris dans les livres. En fait, on arrive à une base de connaissances qui est incroyable. On sort du cadre, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent me disent « mais regarde, c'est la mise à jour de toutes mes pratiques. J'avais appris ça, mais maintenant que j'ai l'info, je ne suis plus obligée de faire le protocole entier. » Parce que la personne me dit ce dont elle a besoin et puis j'utilise ma base de connaissances. Donc les gens qui me disent j'arrive avec rien, je dis c'est génial. Ah Kat, j'arrive, je fais des centaines de stages, c'est génial aussi. Il n'y a pas de, voilà, il y a des chefs d'entreprise qui pratiquent, un polytechnicien, tout le monde pratique en fait, mais c'est au-delà d'une pratique. Voilà. Donc, mais j'aimerais bien que ça se diffuse de plus en plus, qu'il y ait des branches qui s'ouvrent et qu'à l'école on puisse l'utiliser. Quand vous avez un gamin qui vient, qui a des grosses difficultés scolaires et que la mère vous dit qu'est-ce qu'on veut faire, je sais rien moi, je vais lui demander. Et il vous dit, oui, moi j'ai plein de problèmes, parce qu'avoir des problèmes, c'est génial. Et papa, il a toujours des problèmes au travail, il a une très très grosse voiture, puis on a une très très grosse maison, puis on part en vacances. Oh, le père, je lui dis, comment ça te parle? Il me dit, mince, je suis toujours en train de raconter que j'ai des problèmes au bureau, à la maison, quand je rentre le soir, il faut peut-être que j'arrête. Ouais, je lui dis, regarde, ça t'a servi, t'es très riche, t'as un boulot que t'adores, avec plein de sous, il prend une maison, une grande voiture. Pourquoi ton fils serait pas pareil? Donc on explique à l'enfant. Il n'empêche que cet enfant, il a pris 1 ou 2 ans de retard. Donc c'est pas formule magique, ouais, on accueille l'info, oui, ça peut. Mais entre-temps, il y a d'autres processus. Donc là, on va l'envoyer chez quelqu'un qui va faire de la remédiation scolaire, en comprenant. Et puis là, l'enfant, il dit, mais vous savez, moi, je suis un assembleur. Ah, t'es un assembleur, toi. Et en gros, il me dit, j'aimerais bien apprendre à lire avec des Legos.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, moi, je ne suis pas institutrice, je ne suis pas pédagogue, mais là, on vient juste de me donner le mode d'emploi. On va écrire des mots, alors peut-être les verbes sur des Legos rouges, peut-être les noms sur des Legos bleus, et que lui, avec ses Legos, il va les assembler pour créer des phrases, des mots, et finalement, il va créer quelque chose, parce que c'est un assembleur. Mais c'est génial pour les institutrices si elles peuvent accéder à cette information avec chaque enfant. Ah mais oui, non mais c'est extraordinaire. On a des institutrices qui ont des enfants en souffrance et qui nous disent je prends 5 minutes avec l'enfant, puis là il m'explique un petit peu ce qui se passe avec papa, maman, puis on lui dit tu sais quoi, c'est toi, c'est une phrase qui est magnifique avec les enfants. Tu es le petit et maman c'est la grande. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et alors vous faites, c'est fini. Et voilà, il y a quelque chose, il a été entendu. Puis après, vous restituez l'information auprès de la maman en disant c'est comme si j'ai l'impression que... Hein, on ne peut pas non plus asséner une information que l'on a reçue, qui est aussi l'expression d'un ressenti. Voilà. Est-ce que vous avez... Oui. Une petite question. D'après toi, quelle est la part consciente et inconsciente de la répétition des schémas familiaux? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait prendre comme prétexte le fait que la grand-mère ou la grand-mère avait vécu ça comme envie, mais quand on réalise en fait après coup, sans le savoir, et qu'on se dit oh waouh, c'est hallucinant, qu'on apprend après à quel point ça se ressemble, c'est dingue. Ok, je veux sortir de ce schéma-là parce que moi j'ai pas envie que ça continue comme ça a continué chez une telle, et qu'on a l'impression quand même qu'on galère, quoi, tu vois. Donc, alors, voilà, c'est quelle est la part de conscient et de l'inconscient quand il y a une reproduction par rapport à la grand-mère, au grand-père ou... La part, elle est difficile voilà, ou les parents, elle est difficile à quantifier parce qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et on dit souvent, on parle du bénéfice secondaire. Le bénéfice secondaire, il est là, qu'il soit conscient ou inconscient, il est quand même très utile. Ça veut dire réapprendre consciemment à emprunter un autre chemin. Et c'est peut-être ça le plus difficile. C'est que même si on fait comme la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, elle a quand même vécu jusqu'à 80 ans en bonne santé avec les siens. Pourquoi moi je changerais mon process? Parce que finalement, la grand-mère, elle va bien. Donc déjà, c'est de pointer du doigt ça. C'est de pointer, finalement, de dire, grand-mère, c'est bien, puis moi, je vais choisir pour moi. Après, je vais juste vous poser une réalité, et elle est toute simple. Dans la vie, il y a 15 thèmes. Il y en a 15. Alors, les blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Voilà. Et après, il y a... Alors, j'ai été trahi, c'est pareil. Que je trahisse ou que j'ai été trahi, c'est la même chose. Et puis après, vous avez quoi? La même chose avec le papa et la maman. Vous avez quoi? Enfin, je veux dire, quand vous écoutez les gens, il n'y a que 15 thèmes, quoi, ou 12, j'en sais rien. Donc, à un moment, dans les séminaires, il y en a qui disent « Ah bah oui, je suis toujours sur le même thème. » Je lui dis « Non, en fait. Tu l'as décliné sous une autre forme, mais si tu veux, regarde, je te montre comment enlever le thème, et ça reste juste une expérience. Parce qu'en réalité, s'il n'y en a que 12 ou 15 typologies, on ne va pas aller loin. Tout le monde dit la même chose. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une reproduction parce que je me suis séparée de mon mari. Ok. Ma grand-mère s'est séparée de son mari. Ok, comme la voisine, et voilà, c'est tout. C'est juste que quel regard je porte moi en disant c'est la même chose, ou en disant c'est juste l'information que c'est pas que j'ai quitté mon mari, c'est qu'il y a une séparation dans le couple. Et c'est pas mon mari qui m'a quitté. Donc à chaque fois, si on remonte un cran, c'est une séparation de couple. C'est pas une trahison, c'est pas un abandon, c'est pas une injustice dans les faits, c'est une séparation de couple. C'est tout, voilà. Factuellement, c'est une séparation. Et c'est pas une reproduction. Ouais, quand je parlais de schéma, c'était pas forcément des événements ponctuels, c'était toute une histoire qu'on peut découvrir et on réalise à quel point c'est. Et en même temps, cette histoire, tu me la racontes, je te la raconte d'une manière différente et tu me dis c'est pas la même histoire. Parce que tu n'as pas mis la même paire de lunettes. Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que les histoires, c'est toujours les mêmes. Je nais, je grandis, je me marie, j'ai des enfants et je meurs. Et tu comprends ce que je veux dire? C'est que les histoires... Mais non, mais moi j'adore les livres de contes, mais je me rendais compte que c'est toujours la même chose. Il y a des variantes, mais c'est toujours... On est les êtres humains. On naît, on meurt, et entre les deux, on vit tous la même chose. Alors il y en a qui ont la lunette trahison, il y en a qui ont la lunette abandon, et moi je vois juste une séparation. Et le mieux, c'est quand j'ai des femmes qui arrivent qui me disent « Oh, il m'a encore quitté. » Je ne sais pas. On va avoir une communication quantique. Et là, ça ne sort pas du tout. C'est moi qui l'ai poussé à s'en aller. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis « Attendez, qu'est-ce qui s'est passé dans la précédente où vraiment ça allait super mal? »
Elle dit, bah ouais, j'ai mis 6 mois à m'en remettre, c'était compliqué, il est parti, il faisait à faire, j'ai revenu sur, il dit plus là. Ok, et là, bah, en fait, c'est vrai qu'il me saoulait, quoi. J'ai plutôt été soulagée. Bon, ok, ça fait combien de mois que vous êtes séparés? Bah, ça fait 1 mois et demi. Je le trouve plutôt pas mal, non? Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais en fait, vous voulez me dire que j'ai pas du tout reproduit le schéma? Bah non, c'est juste que ça collait pas, vous avez vécu une expérience, c'est bon, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis bah, c'est tout, ça colle pas. Mais vous n'allez pas me coller votre histoire qui vient de se passer à une histoire d'il y a 2 ou 3 ans. Vous êtes différents, l'histoire est différente, et les gens sont différents, c'est tout. Souvent, on va rechercher pour se recréer l'histoire. Et après, on dit qu'il faut qu'on la travaille, qu'on la nettoie. C'est juste une histoire différente. Puis après, ça peut aussi rendre service à, comme tu disais, de toute façon, à se dire que bah, on est créateur de sa vie, on choisit. C'est ça, je suis une victime. Ok. Vivre ce qu'on veut, finalement. C'est ça. On choisit. Produise ou pas, à la limite, on s'en fiche, quoi. On choisit ce qu'on veut. Et tu sais quoi, quand tu es dans l'instant présent, il n'y a jamais de reproduction. Les autres te disent, ah, tu fais, non, c'est autre chose. Il y avait une dernière question. Moi, je voulais te poser comme question, comment on peut savoir qu'on peut faire de la communication quantique? C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité de ressentir, de mettre les mots? Comment vous faites pour savoir ce que les mots, il y a du ressenti avec la personne en face? Alors nous, on commence par les mots, parce que les mots permettent d'avoir une expression claire et d'en discuter. Puis moi, après, au tout début, je passe et je sais si vous êtes dedans, si vous n'êtes pas dedans. Au début, c'est presque une écriture intuitive, vous êtes sur un plan. Pour moi, la communication quantique, c'est quand vous allez commencer à voir l'émotion qui arrive et le mental, qu'il y a d'autres écrans qui s'allument et vous êtes capable de suivre parfois 3 4 flux différents en même temps. Là, ça devient quantique parce que c'est superposé, ce sont des informations comme le photon qui est superposé. Puis parfois, il y en a une qui émerge. C'est comme si elle était créée par mon regard. Puis en même temps, il y a la posture de qui je suis, où je suis à la fois moi. Je suis observateur, donc je vais créer quelque chose par le regard que je porte sur l'autre en conscience. En même temps, j'ai toutes les facettes de qui je suis qui s'expriment. Donc le temps de la séance, je peux être un peu plus maman, un peu plus femme, un peu plus fille, un peu plus mère, un peu plus masculine. En même temps, je suis l'autre. Voilà pourquoi j'ai appelé ça communication quantique, c'est que c'est tout ça à la fois. Donc au départ, on commence avec des questions simples et plutôt émotionnelles. Alors déjà, je ne vous raconte pas parce que ça se déclenche en 5 secondes. Ça arrive. Et là, les gens font « Oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial !» Et puis, donc à la fin du week-end, ils disent « Mais même si jusqu'à présent, ils faisaient l'écriture intuitive, ils disaient « Mais c'est tellement plus vaste !» Parce qu'en posant des questions, en ayant des réponses, en disant « Je ne suis pas tout à fait d'accord, est-ce qu'on peut aller plus loin ?» ça ouvre des perspectives énormes dans la relation avec l'autre. Parce que le fait d'être deux, ça ouvre des espaces encore 10 fois plus grands. Seul, ok, mais c'est notre espace. Mais quand on a sens des espaces, et tout à l'heure, c'est 2, ça fait 3, ça fait 10, ça fait 100. Et puis il y a un moment où on va encore plus loin, et puis il se passe plein de choses, et puis à un moment on ne pratique plus tellement c'est là, et puis on sait à quel moment on va sortir le crayon, à quel moment on va le parler, à quel moment il va y avoir un son. Voilà, ça se fait, mais ça c'est l'expérience. On apprend à marcher, et puis à un moment l'enfant court, quoi. Mais il a une motricité qui va se faire par l'expérience. Bon, l'expérience ça va très vite, hein. J'en vois là au bout de 3-4 mois d'expérience, mais je suis... Ils ont une pratique, c'est juste hallucinant. Même moi, mes textes, ils ne seront jamais aussi précis, aussi pertinents que cela. Alors, j'ai une avance sur la pensée systémique. C'est-à-dire que dans mes textes, il va y avoir le petit truc, le petit regard un peu différent. Mais sinon, sur la pratique, moi, je suis là pour transmettre, je ne suis pas là pour pratiquer. Donc, clairement, ça veut dire que je respecte aussi chaque personne qui vient dans son potentiel. Il ne peut pas y avoir de concurrence. C'était la dernière question. Voilà pour cette conférence. Merci à tous d'avoir suivi, écouté toutes les petites âneries. Et puis, écoutez, à bientôt sur le prochain festival Lettres Perles.